Pour toute question. Maintenant, je m'appelle Vincent Mercier, je travaille chez Conto. Et donc, je vais essayer de partager un peu les solutions techniques, un petit peu plus techniques, sur les solutions qu'on met en place au quotidien chez Conto pour réduire un peu ce gabegie au niveau des institutions. Un peu rapidement sur moi, j'ai aussi passé un petit peu de temps ici. Alors, maintenant, sur l'évidemment des Bitec, à l'époque, on était encore le tiers communal, juste à côté. Et sinon, je fais opérateurs télécom, pas mal de startups, scale-up. Et actuellement, je travaille chez Conto. Conto, rapidement, c'est le leader européen sur toute la gestion financière. Ça nous permet dans une nouvelle entreprise faire toutes les démarches administratives, comme dépôt de capital, un compte bancaire, des solutions de paiement. Et surtout, toutes les solutions pour vraiment gérer votre entreprise. C'est un peu le Boursorama plus pour vous êtes entrepreneur. Pour donner quelques chiffres, c'est 400 000 clients. Historiquement, c'était en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne. On a vraiment des équipes là-bas. 1200 personnes, 1500 personnes à la tech. Une grosse équipe de dev. Et pour gérer tout ça, côté SRE, les équipes plateformes, on fait une vingtaine de personnes. On est parti sur quelques grandes spécialités. Côté tech, on est beaucoup hébergé sur le cloud AWS. On fait tourner une centaine d'applications, de gros services qui sont le cœur du système d'information. Tout ça propulsé par du Kubernetes. Orchestré aussi par CDI. On fait énormément de Golang, et plutôt aussi pas mal de Ruby, et un petit peu de Python sur les services. Pour donner des chiffres en termes de clusters, on a une bonne dizaine. En production, ça compte combien. En staging, on a énormément d'environnements. On est sur des volumes qui sont beaucoup plus conséquents. Sur toute la partie observability, on utilise des gros utilisateurs de l'écosystème Grafana. Prometheus, évidemment, pour tout ce qui est métriques. Thanos pour passage à l'échelle. Et on est également utilisateur de Loki pour la partie log. Et Tempo pour toute la partie tracing. Tout à l'heure de OpenTelemetry. On est dans ce monde-là. Alors, à l'époque, je faisais une app, je suis je crois, en 2005. Il y a une grosse évolution technologique. L'évolution, ça s'appelle la virtualisation, avec des acteurs comme VMware. C'est incroyable de passer d'un serveur physique qui colle tout là à un serveur qu'on allait vraiment pouvoir utiliser au maximum de ses capacités, tout simplement en mettant plusieurs serveurs au sein d'un même châssis physique. Il faut vraiment imaginer qu'à cette époque-là, on avait des boîtes à pizza empilées, et en fait, la plupart ne faisaient pas grand-chose. Ça annonçait 40% de l'expérience beaucoup plus. Mais c'était la révolution de l'époque, et c'était déjà une bonne façon finalement d'avoir une utilisation efficace de ressources physiques, et plus que vraiment la utiliser. En 2010, il y a une autre évolution qui vient un petit peu plus tard, surtout en France, en Europe, c'est l'arrivée des cloud providers. J'ai plus besoin d'acheter du matériel surpuissant, j'ai plus besoin de surallouer de la capacité, je vais pouvoir simplement la consommer à la demande en fonction de l'évolution de mon système d'information. C'est une énorme révolution. L'autre évolution qui va avec ça, c'est qu'on commence à avoir apparaître les premiers systèmes qui vont permettre de faire du scaling à la demande. Donc, on souvent parlé du Black Friday, grosse journée d'activité pour tout le système e-commerce. Ce genre de techno qui permet concrètement de scaler l'infrastructure, tripler sa taille sur une période de temps, et ensuite de revenir à des volumes qui sont beaucoup plus normaux. Donc, avant ça, on avait juste surdimensionné le secteur pour gérer un jour dans l'année. Dans les années 2015, avec un petit peu plus avant, un peu avant, c'est l'arrivée de tout ce qui va être les conteneurs. Principalement en 2015, on a la release de la version 1 de Kubernetes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas liés avec Kubernetes ici. C'est dans le temps de plus en plus parler, je pense. Et là, c'est une vraie révolution parce que du coup, on ne parle même plus de serveurs, on ne parle plus de machines virtuelles. On va vraiment s'adresser au niveau du process, au niveau de l'application. Donc, du coup, sur un bon vieux châssis physique, je ne vais plus m'amuser à déployer des VM dans lesquels je vais redéployer des applications, mais je vais simplement déployer des applications sur mon matériel. On a mis toutes les couches et on va éviter tout le gâchis un peu intermédiaire qui avait un peu ces couches.
Aujourd'hui, c'est le genre de stack technique qu'on va retrouver dans la plupart des startups, scale-up, beaucoup aussi d'entreprises traditionnelles qui sont en train de prendre le virage, c'est-à-dire des architectures cloud, des architectures microservices, du Kubernetes pour orchestrer ça. Mais ça a vraiment pris une place complètement sur le marché. Et des services managés pour le moment pour gérer tout ce qui est base de données et système de training. Donc, toujours on est dans ce modèle-là, et du coup, ça pose un vrai challenge au quotidien, c'est comment est-ce que j'ajuste des ressources d'infrastructure aux besoins réels de mes applicatifs. Donc, en fait, le Kubernetes, ce que recommande quelqu'un, vous allez avoir un cluster qui est fixe, facile à gérer, facile à administrer. Et puis, à chaque fois que vous allez déployer de nouvelles applications, régulièrement, vous allez rajouter des serveurs. On est un peu dans le monde des accepteurs, je rajoute de temps en temps un nouvelle pizza pour ajouter la puissance. Ça, c'est très vite un point de blocage pour l'entreprise. Du coup, en standard, on a la notion de cluster autoscaler, qui est un composant qui va communiquer avec les services des cloud providers pour scaler dynamiquement la taille d'un cluster et rajouter tout simplement des nœuds. Vous pouvez comprendre qu'à chaque fois qu'on va rajouter un nœud, on va rajouter un serveur complet. Vous pouvez imaginer un petit technicien qui est en data center, en train de raccorder un nouvel équipement et qui raccorde à notre réseau. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on va toujours faire un calcul. Quand je rajoute un serveur complet qui fait 32 64 Go, alors que je suis en train de déployer un process en Ruby qui a besoin que de 100 Go. Et l'autre point de ça, c'est qu'en fait, structurellement, ce système-là est très difficile à dimensionner. Et dans la majorité des cas, en fait, on va déployer un composant qui s'appelle l'overprovisionnaire. Désolé. Donc son rôle est justement de créer la ressource au cas où on aurait besoin de scaler. Avec ce système-là, grosso modo, on passe d'un échelle de plusieurs 20 minutes à quelques secondes, voire. C'est énorme, mais ça veut dire que là, on a 50% de notre infrastructure qui est là juste au cas où on aurait besoin de déployer une nouvelle version d'un logiciel ou de simplement augmenter notre activité. Ça, c'était l'année dernière. Mais il y a une grosse révolution dans le monde des déployeurs et des écosystèmes Kubernetes, c'est l'arrivée de Carpenter. Historiquement, on a développé chez AWS, mais maintenant reversé la communauté CNCF, la Cloud Native Implementation. Un énorme travail à ce niveau-là, qui est disponible du coup maintenant aussi sur Azure. Et là, la différence, c'est que Carpenter est capable d'ajuster la taille de l'infrastructure aux besoins réels de l'infrastructure. Il est capable d'avoir une connaissance fine de l'application. Ou bien est-ce que je dois allouer de ressources, ou bien de CPU, ou de mémoire pour ce process en particulier, ce compteur. Mais il est aussi connaissance fine de ce qui est disponible dans le cloud provider. En fait, un cloud provider dans l'absolu, il a toujours la puissance, mais pas tout le temps. Et en fait, ce système-là, il est capable de connaître les prix en temps réel des instances chez le cloud provider, ajuster, trouver quel est le meilleur matériel, le meilleur prix dans vos critères de configuration, et vous la mettre à disposition en temps réel. Donc là, on descend à la minute pour déployer une institution comme ça. Donc ça marche pratiquement pareil. Vous déployez une application ou un fichier. Si le développement, ça rentre sur votre capacité actuelle, et comme ça. Si c'est une nouvelle application qui nécessite des ressources supplémentaires, c'est facile. Carpenter est beaucoup plus malin, il va vous trouver la bonne machine à un tarif le plus intéressant. C'est déjà en soi une belle optimisation, mais il est capable d'aller encore plus loin, puisque même une fois que votre infrastructure est déployée, il va continuer à chercher à l'optimiser. Est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles serveurs qui seraient maintenant moins chers en ce moment, sur lequel vous pourrez avoir accès à l'infrastructure? Comment ça se définit? Hyper simplement, bien autour de Kubernetes. On va parler de manifeste, des outils purement URL, dans lequel vous allez pouvoir définir l'aspect. Qu'est-ce que vous autorisez comme matériel sur votre infrastructure? Et là, du coup, ça vous offre énormément de possibilités, parce que du coup, vous allez pouvoir choisir des familles entières d'instances. Peut-être des instances qui sont utilisées pour la mémoire, des instances qui sont utilisées pour du compute. Vous allez pouvoir utiliser aussi différentes architectures. Historiquement, on bosse beaucoup avec l'architecture Intel. ARM, on vient encore depuis des années. Vous avez un Mac, vous avez dans les 3-4 dernières années,
vous avez un processeur ARM. Il faut savoir que les processeurs ARM, c'est quelque chose comme 30%, 30-50% d'économie d'énergie. La source qu'on utilise plus longtemps. Juste le simple fait de passer sur des processeurs ARM, vous gagnez déjà énormément en termes de déficit. Et donc, vous allez pouvoir aussi tirer parti des spots en sens. La plupart des cloud providers auront un certain nombre de ressources qu'ils ont préallouées, qui tournent à vie, les fameux 45% de data centers utilisés, et ils vous les font à distance. Donc, en fait, vous allez pouvoir réutiliser les surplus de capacité de cloud provider avec des tarifs qui, du coup, sont des discounts de l'ordre de 60%. C'est vraiment pas négligeable. Deuxième paramètre, de définir vraiment les paramètres de votre serveur, les paramètres réseau, les paramètres stockage, etc. Concrètement, on a un super démo qui a été fait à Revent en fin d'année dernière. Imaginez trois applications qui sont déployées sur une machine virtuelle. Trois applications de 4 gigas. On veut passer à l'échelle. On va rajouter 8 déploiements de cette même application parce qu'on est Black Friday et on a besoin de scaler. Carpenter va trouver les trois meilleurs nœuds, les deux gros nœuds qui seront au meilleur tarif en ce moment sur Cloud AWS. Kubernetes va scheduler les différentes applications. Je vais pouvoir gérer mon appli de travail. Et puis, je suis le lendemain. Le lendemain, en fait, mes doigts ont disparu, les applications ont disparu. Du coup, j'ai un surplus de capacité dans mon infrastructure. Et c'est là où Carpenter fait la différence avec tous les autres systèmes qui existent aujourd'hui dans l'écosystème. C'est qu'il va être capable de redimensionner votre infrastructure, de retrouver une nouvelle instance qui est plus adaptée à ce moment-là, potentiellement une instance beaucoup plus moins chère, beaucoup plus efficiente d'énergie, et qui fait vos données efficientes. C'est-à-dire qu'en temps réel, vraiment, en tant que développeur, en tant qu'ingénieur plateforme, finalement, c'est un pilote automatique. Il y a un système qui est pour vous en train d'optimiser en permanence l'efficience et les coûts de votre infrastructure. Alors, ça a plein de bénéfices, évidemment. Le premier, c'est financier, ce qui parlera probablement le plus à votre chef. Le deuxième, d'un point de vue très opérationnel, ça facilite énormément la gestion de l'infrastructure pour les équipes de la plateforme, notamment tout ce qui est upgrade. Il y a un mécanisme de risque qui existe vraiment intéressant. Et un effet auquel on ne s'attendait pas spécialement, qui peut être un bénéfice ou un inconvénient suivant votre activité. C'est qu'en fait, avec ce système-là, vous allez créer des redéploiements réguliers de vos applications et de vos nœuds. Ce qui est en fait une forme de chaos engineering, puisque vous allez régulièrement redéployer votre infrastructure, vous allez créer de l'instabilité sur votre plateforme. Et là, il y a deux options. Soit vos applications sont designées pour fonctionner dans le cloud, ça va bien se passer. Soit vos applications ne sont pas bien designées, pas très résilientes à des introductions de services, enfin des introductions. Avec lequel vous êtes dans un vrai chaos. Autant attirer parti sur la partie coût, autant ça vous a permis aussi de découvrir que certaines applications n'étaient pas forcément très résilientes à ces mécanismes-là. Et avant l'incident de production, on a pu les détecter sur de l'optimisation. Chez nous, ça représente quelque chose comme 15%. C'est dur à évaluer parce qu'on a une structure qui évolue énormément, on a beaucoup de croissance. Mais juste de passage à un scheduler beaucoup plus intéressant qui nous permet de gagner. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est l'autoscaling. Encore une fois, je vais prendre l'exemple du Black Friday. Vous avez un jour dans l'année dans lequel vous allez avoir un énorme pic d'activité. Au quotidien, si vous ne faites pas de e-commerce, c'est des choses qui arrivent aussi. Vous avez une vraie différence souvent en temporalité entre votre workload de la journée et votre workload de la nuit. Et du coup, l'autoscaling est hyper important parce que du coup, vous allez pouvoir tirer parti de ce qu'on a vu précédemment pour pouvoir ajuster le nombre de déploiements de votre application pour pouvoir gérer votre trafic temporel. On voit souvent le scaling comme capacité à augmenter notre service. Mais en fait, le scaling, ça permet aussi d'arrêter les systèmes quand ils ne sont pas utilisés. Ça, c'est un truc, en tant qu'informaticien, on a beaucoup de mal. En fait, c'est tout à fait normal et évidemment cohérent d'éteindre des ressources qui nous perdent. Alors là, par contre, c'est pas de bol, parce que comme on a dit, il y a d'autres choses.
Il y a de l'autoscaling, mais il est basé uniquement sur la mémoire et du CPU. C'est bien, mais en fait, ça ne peut pas devenir grand-chose. Si tu déploies une application Java, en fait, elle va occuper tout l'espace de mémoire au démarrage. Bon, un CPU, est-ce que vraiment ça, c'est un indicateur de performance d'une application? Pas évident. Et surtout, vous ne pouvez pas le downscale à zéro. Du coup, il y a un autre outil qui existe dans l'écosystème CNCF, qui est DART, qui là est beaucoup plus flexible. On peut parler d'une cinquantaine de systèmes. On parle de DU, Datadog, KBT. On peut parler à nos bases de données, Redis, Postgres, MySQL. Pour savoir en temps réel quels sont les critères pour scaler par notre infrastructure. Typiquement, un exemple qu'on voit souvent, c'est les fils de messages. Vous allez créer une application qui fait des batchs de façon asynchrone. Vous allez basiquement mettre des messages dans une file, une file SQS, et vous allez créer un consumer qui va dépiler les messages. Ça n'a pas tellement de sens de mettre un consumer qui fait rien, mais malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de systèmes d'information. Qui ne vont pas forcément adapter ce type de mécanisme, qui vont juste oublier en permanence qu'on fait le vide. Ici, vous allez pouvoir vraiment dire, si je n'ai pas de message au machine, je fais rien. Et je fais rien, c'est pas le process tourne et faire, c'est pas le process. Et ce genre d'outil est capable de venir piloter vos containers et dire, en fonction du nombre de messages, tu vas plus ou moins scaler pour dépiler la charge. Et là, pour vous, c'est la responsabilité des développeurs. Si vous n'avez pas mis en place ce mécanisme pour downscale à zéro, vous allez avoir des systèmes qui tournent jour et nuit, qui tournent plus loin. Dans la vraie vie, nous, chez Content, on a un peu abandonné SQL, c'était passé sur Kafka pour faire des vannes privées. Et du coup, le système est un tout petit peu plus complexe. On a des applications qui vont consommer, publier des messages dans Kafka. On a toute une solution Prometheus qui va venir collecter le nombre de messages, de lags sur nos messages. Et nos développeurs, au sein des applications, vont définir quel est le success rate pour la base de quel est le retard acceptable d'un point de vue métier. On va déclencher du scaling de l'application. Grosso modo, à partir du moment où j'ai plus de X messages dans la file, je vais déployer au fur et à mesure des répliques de notification pour déployer plus vite. Donc, basiquement, Kena va rappel une autre composant de Kubernetes et tout simplement piloter l'autoscaler. En disant, finalement, CPU, RAM, ce n'est pas des critères. Moi, Kena, je suis plus malin, j'ai une licence plus fine. Je connais les métriques de l'application, je connais les métriques de l'infrastructure. C'est moi qui vais les piloter pour te dire quand scale, quand downscale mes applications. Alors, chez nous, un jour de Black Friday, dans la SAR, tous les mois, c'est un cycle de facturation. Là où on gagne de l'argent, d'élection bancaire, pas que dans nos clients. Et donc, du coup, dans ces journées-là, on peut voir que la plupart du temps, on a un déploiement de Mistral, mais que ce jour-là, on a 400 clients en CC, on a plus de patates. Et donc, du coup, l'autoscaler va voir qu'il y a énormément de messages dans la file et il va s'ajuster pour déployer en temps réel les applications. Il y a un risque avec ça, c'est l'effet dominance. C'est super de faire de l'autoscaling. C'est facile de scaler une application, mais il faut vraiment voir le scaling comme une façon globale. Et notamment vis-à-vis de nos third-party ou nos backends. C'est assez commun qu'une base de données ait quand même des limites hardware assez strictes, ou tout simplement des quotas chez vos fournisseurs. Et là, si vous atteignez les limites de ces systèmes-là, ça va être fait de boucle de neige, parce que souvent vous allez prendre du retard, vous allez scaler, et comme vous allez encore plus scaler, vous allez encore mettre plus de pression sur la base de données, sur le partie, encore plus bloqué, vous allez rescaler. Et là, c'est relativement dur de sortir de cette situation. C'est typiquement une situation, si vous ne définissez pas le maximum en général, la valeur processante est énorme en termes de système informatique. Toute votre infrastructure, dans l'autoscaling, va scaler. Vous avez vraiment la capacité de faire un Windows en interne, parce que vous n'avez pas estimé votre scaling. Donc, nous serons trois dans ce système-là. On continue encore de fine-tuner application par application et d'apprendre en fonction vraiment de chaque business et surtout de l'évolution de notre trafic métier.
Et enfin, dernier truc, et probablement le plus actionnable en tant que développeur, c'est les environnements staging. Les environnements staging, les environnements de développement. La réalité, c'est que dans la plupart des entreprises, ces environnements-là, ils utilisent la nuit. Le week-end, alors qu'ils sont utilisés par 100 personnes. J'ai été le premier. Et là, il y a une instruction vraiment extrêmement basique, mais extrêmement efficace. Ça s'appelle QClean. C'est un énième opérateur pour Kubernetes. Son seul rôle, lui, c'est d'éteindre vos systèmes qui sont disponibles. C'est tout bête. Le vendredi, quand vous quittez l'école ou le boulot, vous faites probablement votre laptop et vous revenez lundi matin pour le rouvrir. Regardons le calendrier. Kebab va faire exactement la même chose. Vous définissez dans votre application quelles sont les règles pour l'éteindre. Le vendredi soir, à 20h, il décide de passer le résultat à 0. Et le lundi matin, il fait l'inverse. Il a juste reschedulé. C'est vraiment basique en termes de configuration, mais c'est extrêmement efficace à la fois. Dans votre objet Kubernetes, vous allez simplement dire qu'est-ce que j'arrête. J'ai un déploiement de ton job. Quand est-ce que je les arrête? Je les arrête le vendredi soir, le lundi soir. Éventuellement, quels sont les systèmes que je ne peux pas arrêter? Peut-être des systèmes comme le système de backup, comme votre base de données, le système de bundling, parce que cela, vous n'avez pas envie de les arrêter. Et du coup, pour installer vraiment tout ça, c'est les 3 minutes qui sont là. Vous devez installer l'opérateur et juste appliquer votre configuration. C'est extrêmement basique, c'est une proche de votre job qui fait un shutdown de vos serveurs, mais ça fait sur un quand même. Le plus dur, je pense, là-dessus, c'est la barrière psychologique. C'est très dur d'expliquer à des développeurs qu'on va arrêter le système la nuit. C'est presque du bon sens, mais en fait, côté développeur, même côté infrastructure, c'est très dur. Il y a un cadre psychologique qui est énormément temps. Quelques limitations à connaître. Du coup, déjà, ça se fait par namespace au niveau Kubernetes, qui est une bonne chose en fait. Et donc, ça va arriver automatiquement parce que votre collègue l'a fait sur son périmètre. C'est limité pour le moment au déploiement au niveau job, de ressources Kubernetes. Ça va changer là dans les prochaines semaines. Et petite subtilité, là, on est en train d'ajouter plein de composants qui vont venir piloter dynamiquement votre infrastructure entre l'autoscaler Kubernetes, QTLink qui va arrêter des applications, peut-être Argo aussi qui va faire du déploiement continu du système. Et donc, du coup, vous pouvez avoir des conflits. Donc, plusieurs outils vont essayer de se marcher dessus. À dire, en fait, moi je veux scaler, non, moi je veux tout arrêter. Donc, il y a un tout petit peu de paramétrage, une petite subtilité. Vous pouvez avoir, notamment si vous utilisez des outils comme Argo CD, Flux, pour les prévenir, les informer que sur un certain laps de temps, ce n'est pas vous qui vont piloter l'infra, il y a d'autres systèmes qui vont intervenir. Donc chez nous, ça ressemble à ça, journée type. On démarre l'infrastructure vers 6-7 heures du matin. On passe de 3 000 conteneurs à 12 000 aujourd'hui. Et on éteint tout la nuit, directement pour. Alors malheureusement, on n'arrive pas à tout à zéro. Je pense que c'est un peu plus mais vous imaginez que du coup, c'est un là la journée. Avant, on est à mal toute la journée. Finalement, avec le recul, c'est complètement délirant. Sur le site Kubernetes, vous avez un petit calculateur CO2. Je vous laisserai juger la pertinence des calculs, mais ça vous permet déjà d'évaluer, évidemment, plus votre infrastructure est grande, plus l'impact d'arrêter le système inutile sera grand. On a vu que c'est trivial de sécuriser. Parfois, le dur, c'est le cadre psychologique de se dire je ne peux pas arrêter le système la nuit. En fait, dans la plupart des cas, c'est faux. Et sur les systèmes de production, on a vu qu'on est capable de downscale à zéro et de scale notre infrastructure en quelques minutes, voire quelques secondes. Donc il n'y a plus de raison aujourd'hui d'avoir des systèmes qui tournent à 24 au plein de leur puissance. Quelques takeaways. Vous savez qu'on a normalement des développeurs ici. Le premier, c'est développer des applications qui sont web natives. Ça paraît bête, mais en fait, si votre application ne peut pas être arrêtée, vos équipes infrastructure, vous-même, vous êtes en mesure d'appliquer tout ce qu'on a vu précédemment. C'est un prérequis. Deuxième, c'est d'évaluer la pertinence de faire du batch, du streaming. Le batch, on a vu que ça nécessite
de scale des infrastructures très rapidement. Et à l'inverse, sur du streaming, si vous avez un démon qui traite 3 messages par jour, est-ce que c'est pertinent de laisser tourner cette journée? Deuxième aussi, autre élément, c'est l'utilisation de mémoire. L'utilisation de mémoire, c'est le challenge le plus compliqué en termes d'infrastructure, parce que c'est ça qui va déterminer la taille des machines, des serveurs qu'on va mettre en place. Un moyen assez efficace en termes de développement, c'est de réduire notre temps de mémoire en utilisant des langages compilés. On voit une vraie différence entre les langages type Go ou Ruby. Parfois, on est simple ou 2 fois, parfois 6 fois l'empreinte mémoire pour le même service. On est en train parfois de recoder des services aussi dans cette production. L'autre truc, et ça c'est plus subtil, et je pense que pour ceux qui sont encore étudiants, ça va vous prendre quelques années pour le voir dans la condition réelle, c'est les logs. Chez Conto, je crois qu'on a notre 4e plateforme de logs. On est en train de scaler comme malade, parce que nos applications génèrent un volume de logs qui est juste délirant par rapport à ce qu'elles font. Et ce qui va avec, c'est que Data Lifecycle, à un moment, prend énormément de données. La plupart de ces données sont conservées à vie. Alors, en fait, il n'y a pas forcément de besoin, et à certains niveaux, ça devient utile en termes de performance. Technologie de gestion d'infrastructure, c'est évidemment utiliser Kafka. Alors, j'espère que si vous faites de l'infrastructure, comme je fais avec Kubernetes, ça va pratiquement changer la façon dont vous designez vos infrastructures. Vous allez les mettre en pilote automatique. Vous allez optimiser en permanence vos infrastructures et vous faciliter la vie. Et surtout, ça rend accessible des choses qui étaient avant très difficiles, des architectures ARM. Donc, pour compiler un binaire en Go, que ce soit de l'AMD ou de l'ARM, c'est une notion de compilation. Par contre, vous gagnez 10% d'économie, voire 60% en termes d'énergie. Les spots instant, l'autoscaling, ça, c'est des choses qui sont à travailler entre développeurs et c'est le passage de l'infrastructure. Essayer de faire de l'infrastructure à vie, ça paraît un peu extrêmement basique, mais ça marche. Et traquer les ressources provisionnées. C'est un travail à faire régulièrement, réévaluer la consommation mémoire. En tant que développeur, c'est extrêmement difficile de savoir dire combien de mémoire va être utilisée par votre application web, votre backend, une API, etc. Mais c'est bien la guerre, en fait, côté infra, pour dimensionner de l'infrastructure. Je vous ai mis quelques petites références pour aller les lire à l'occasion. Côté SNCF, il y a pas mal d'initiatives qui sont faites. Côté environnemental, c'est une réponse technique à ces sujets. Vous pouvez merci de vous. Je pense que vous avez quelques questions. Déjà, c'est cool ce que tu as présenté. Oui, tu disais là, dans le tout dernier, c'était hyper difficile de traquer combien consommait une application, etc. Il y a des outils qui ont été faits et qu'on utilise, nous, comme Multilox, qui permettent d'essayer d'observer les pods sur Kubernetes pour traquer combien ils montent en mémoire et combien ils consomment en CPU sur une plage de temps afin de donner et d'ajouter des manifestes de tes applications. Et ça se paye les namespaces par namespace, pareil. Et c'est hyper facile à utiliser. Juste répéter le nom aussi. Goldilocks. Goldilocks. Alors, sur les mémoires, c'est intéressant. Pour les ALD, quand tu fais du Kubernetes, tu as l'information. Ce qui est assez difficile à faire dans la vraie vie en entreprise, c'est de ramener cette information déjà au niveau des développeurs. Et en tant que développeur, c'est une chantier finalement créer les ressources nécessaires pour faire tourner ton âme. Et en vrai, dans un quotidien de développeur en entreprise, j'ai fait là-dessus, c'est super dur, vous avez trouvé du temps pour faire de la micro-optimisation. Pour l'infrastructure, c'est un vrai challenge. La complexité plus organisationnelle que technique.
vous allez traquer ces ressources-là. Nous, on le fait de façon assez agressive sur nos outils d'infrastructure. C'est difficile d'aller voir le développement et de dire, on a là, en fait. Mais on arrive à montrer qu'il y a un outil qui fait 15 déploiements, mais seulement pendant 4 secondes, on utilise 6 gigas de RAM. On commence à avoir des éléments factuels pour dire c'est pas une idée. Et merci pour la réponse, je dirais. Merci à tous.